monsieur, bonjour. On vient de m'indiquer, vous l'avez entendu, que c'était l'heure de la pause. Bon, ce qui nous concerne, nous n'observerons pas, n'est-ce pas, Jihan, de pause. Nous allons amorcer cette discussion, puisque je suis Éric Bazin, je suis journaliste, je suis fondateur des Ateliers de la Terre. Je vous invite à vous documenter, découvrir ce que sont les Ateliers de la Terre sur le site planetworkshops.org. C'est un think tank basé à Paris qui, au-delà d'avoir un regard tout à fait amoureux des Afriques, a un regard sur les grandes questions que nous nous posons tous, de 7 à 77 ans, comme on avait l'habitude de dire. C'était la baseline du journal Tintin quand j'étais petit. En fait, à tous les âges de la vie, on s'interroge sur la place de l'homme et de la femme dans une société qui n'est pas toujours idyllique, bien sûr, ou à la hauteur de nos rêves. J'avais, juste pour entamer cette conversation, j'insiste sur cet esprit que je souhaite imprimer à l'heure et demie qui nous est proposée. Et je présenterai rapidement nos invités. J'insiste sur cette notion de dialogue, d'échange avec vous. En fait, on va procéder le plus simplement du monde. Chacune, et je rends hommage à Madame Fournier, qui représente dignement la gente féminine. J'aurais voulu qu'il y ait parité, pour ne rien vous cacher, sur ce panel, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans la salle, je vois qu'il y a plus de jeunes femmes et de femmes que d'hommes, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour plein de raisons, et on en parlera parce que, évidemment, la sécurité alimentaire, évidemment la gestion de l'eau, sur un continent comme celui de l'Afrique, la femme n'est autre que le point crucial, l'élément évident de la transmission de la connaissance, la transmission de la tradition, la transmission de la culture. Alors, je vais vous donner deux chiffres comme ça, qui me viennent à l'esprit, pour vous dire que 233 millions d'habitants du continent africain souffrent de malnutrition. C'est un chiffre qu'il est quand même bon de méditer. C'est à peu près un habitant sur 4 de ce continent. Et puis, je vais vous donner un autre chiffre qui est celui-ci beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais il est tout aussi préoccupant. Il faut savoir que sur notre planète, qui est plus que mise en danger par l'homme, je ne connais pas aujourd'hui un fou qui arrivera à me persuader que l'homme n'est pas à l'origine de l'état de notre planète. 150 millions de tonnes de nourriture sont en train de pourrir sur notre planète, alors que on peut dire qu'un quart de ces 150 millions de tonnes, soit à peu près 40 millions à peu près, de tonnes de céréales, de ces nourritures, suffirait à éradiquer la faim dans le monde. Alors je vais lancer les débats par une phrase qui m'est chère, et j'espère que ce sera le fil rouge de notre, encore une fois, conversation, de notre échange, parce qu'il est évident que nous allons et nous devons nous nourrir de vos réflexions, de votre expertise, de votre quotidien. Des réflexions sans action, c'est un rêve. Des actions sans réflexion, c'est un cauchemar. Sachons, ensemble, tous ensemble, éviter les deux. Madame Fournier, je vais commencer par vous. Vous êtes CEO de Maeva Investissement. Qu'est-ce donc Maeva Investissement ? D'abord, je voulais remercier les organisateurs de la conférence Amadeus. Ce n'est pas la première fois que je suis là et je constate à chaque fois que les sujets abordés sont des sujets fondamentaux pour la région et dans une certaine mesure pour le reste du monde. La deuxième chose, c'est que en ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe, l'eau et l'agriculture, moi je viens du secteur privé, donc je représente plutôt le secteur privé, puisque nous structurons et finançons des projets dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture.
C'est-à-dire que nous avons des gros projets d'investissement dans différentes parties du monde et nos deux marchés sont l'Afrique et l'Amérique latine, avec des investisseurs et des financements qui viennent d'Asie, d'Europe et essentiellement d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Je ne sais pas si on démarre tout de suite une petite présentation, mais non, 3 minutes, vous vous présentez en 3 minutes, et après chacun d'entre vous se présentera en 3 minutes, et on entendra notre... Sur le fond du sujet, voilà. Sur le fond du sujet, je voulais apporter la perspective du secteur privé, parce que qui est assez pratique. Si on aborde la question de la gouvernance et du problème de l'eau, il y a tellement de manières de l'aborder que moi je vais me concentrer sur la question du secteur privé. C'est sûr que la relation entre le secteur privé et le secteur public dans le domaine de l'eau est un domaine fondamental parce qu'il y a tout un aspect de technologie à utiliser et d'amélioration des sols dont les financements peuvent venir du secteur privé. Par contre, ce qui est important pour nous, et je parle en termes de gens qui structurent des projets d'investissement et qui financent des projets dans le domaine de l'agriculture, c'est d'être dans des pays où il y a une gouvernance de l'eau. Et souvent, on parle de la gouvernance de l'eau exclusivement d'un point de vue social, ce qui est fondamental, mais aussi c'est très important que quand les entreprises privées et l'investissement privé et le financement privé arrivent dans un pays, on ait déjà une structure sur laquelle on peut s'accrocher. Je dis ça parce que il ne faut pas laisser il faut pas laisser trop de marge de manœuvre dans ce domaine-là au secteur privé. Je vois par exemple certains pays dans lesquels on est rentré, on a structuré, où on a des balises bien claires en termes de gestion de l'eau, en termes d'amélioration des sols, et à partir de ce moment-là, on peut faire des plans qui correspondent vraiment aux besoins du pays ou de la région dans lequel on travaille et amener les technologies qui sont nécessaires. En ce qui nous concerne, la gestion de l'eau, c'est essentiellement la captation de l'eau. Ça peut être amener des technologies qui captent l'eau de la pluie, qui captent l'eau souterraine. C'est la distribution de l'eau et c'est aussi évidemment tous les systèmes d'irrigation. Il ne faut pas se leurrer que ce sont des technologies qui demandent de la planification et qui demandent aussi de l'investissement. Je pense que... Madame Fournier, on va vous laisser sur ce point de vue de la gestion de l'eau. Je voudrais justement profiter, rebondir sur votre propos par rapport à cette gestion de l'eau avec M. Stamboulis. M. Stamboulis, je le rappelle, vous êtes directeur de la division à la FAO, la division agriculture, et ce point précis de la gestion de l'eau, alors vous aurez compris qu'on est rentré directement dans le débat, donc ce point précis de la gouvernance et de la gestion de l'eau vous est cher, et je vais vous demander justement de rebondir sur le propos de Mme Fournier. Thank you, Mr. Chair. I will speak in English, for which I apologize, but I hope that from what I heard, the translation is excellent, so we won't have any problems. First of all, I'm coming from FAO. I love WFP. The World Food Programme is a great sister agency. I'm coming from FAO, where part of our mandate in the UN system is to monitor global trends on food, agriculture, food security, and natural resources for agriculture. And that's what I would like to talk about today. Some of the global picture. Where does water fit in the global picture? Where does water fit in our effort to feed the world by 2050? And what is it actually that the 3 or 4 questions that we need to address in this picture? As an introduction, let me say first that the discussion on water resources has come from, over time, it follows the path of the abundance of water up to the point of competition from other sectors, including agriculture, and the issue of governance, what Madame Fournier just said. In the beginning, we started with, there is water, let's take it out. Let's take it out
to irrigate the fields. Then the water started being a little more difficult. So we talked about the water productivity. What should we do to increase the crop per drop, right? Then we went to more difficult times where we said, whoa, we need water management. Because it's not enough to talk about water for wheat or water for horticulture. We have to have a more broad perception of water. And then we come to the point now that we talk about water governance, because water is becoming more scarce, and there is competition from urban water to make sure that cities have enough water, from health, from energy, from other sectors. So we talk about water governance. So we come to that point. Allow me to say that after 2008, with the explosion of agricultural prices, commodity prices, we also are in a bit of a water panic. And the question is this justified? Are we really in a water panic? I think that's interesting questions, and maybe we want to have, we have to have the discussion on some of those things, right? So that's my perception on where, I'm not a water expert. I had to read quite a bit before I came here, and I learned a lot. I'm an economist. I deal with global issues, with food security, with strategies, supporting countries on their food security and nutrition strategies. One last point that I would like to make in this discussion. Since 2008, I think the discussion on food security has taken the wrong turn. It's equated to national self-sufficiency instead of feeding, like you said, not only in sub-Saharan Africa, but everywhere, about 805 million people today that don't get enough calories on a daily basis, and about 2 billion that suffer from nutritional deficiencies. So that's where the problem of food security is. It's not about, can a country produce its own food? Now, I think that's a very important point, because the discussions we had, especially after 2008 with some of our member countries, they tend to focus on national self-sufficiency because the international markets are not anymore able to guarantee stability of supplies. Interesting, right? So from that, Mr. Chair, I will wait for my turn. Non, merci, M. Zobolis. À ce propos, justement, par rapport à cette gouvernance de l'eau, cette gestion de l'eau, M. Fikret, vous êtes le CEO de Cosumar. Vous êtes leader de tout ce qui se fait sur le sucre dans ce pays, au Maroc. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette gouvernance de l'eau marocaine par rapport au plan vert marocain? Comment une entreprise comme la vôtre s'est-elle insérée, et insérée dans le bon sens du terme, vous l'aurez évidemment retenu ainsi, dans cette dynamique qui, depuis 2008, porte ses fruits, justement par rapport à votre entreprise, le secteur privé et public, puisque Cosumar est aussi une entreprise avec d'État marocaine. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, un grand merci pour les organisateurs de Meddays. J'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à certaines éditions précédentes et on voit l'évolution. Je suis responsable de la société Cosumar en tant que président-directeur général depuis un certain nombre d'années. Et Cosumar, c'est l'opérateur qui fabrique et anime la filière sucrière au niveau national. Et je pense que c'est aussi une illustration qu'il faut rappeler de deux grandes actions de la politique marocaine qui ont été faites. D'abord, la politique des barrages, parce que la culture sucrière, c'est une culture agro-industrielle qui a été rendue possible grâce à la politique des barrages qui a démarré depuis les années 60. Aujourd'hui, nous avons 55 ans d'existence en tant que sucrerie à partir de la betterave et de la canne. La betterave existe en Europe depuis 2 siècles. C'est aussi une belle illustration du concept de l'agrégation qui a été apporté par le plan Maroc Vert. Donc je vais en profiter puisque vous m'avez interpellé pour parler un petit peu du plan Maroc Vert. C'est l'une des stratégies sectorielles phares qu'a mise en place notre pays à partir de 2008. Et le plan Maroc Vert est là comme philosophie de dire que l'agriculture, c'est aussi un moteur de croissance, c'est aussi un moteur de création de richesses et d'emplois. Et il a basé sa politique sur 2 piliers.
un pilier qui s'adresse aux grands investisseurs dans tout ce qui est agriculture et agro-industrie de manière générale, et un pilier qui s'adresse à l'agriculture des petites exploitations, donc l'agriculture de solidarité. Et c'est là où nous nous positionnons en tant que COSUMAR, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'interagir avec 80 000 petits agriculteurs répartis sur 5 régions du royaume pour produire, accompagner l'amélioration du rendement de la production de la betterave et de la canne et de la transformer en sucre. Et à travers ces opérations-là, l'eau est centrale. Parce que pour pouvoir faire la betterave ou la canne dans une activité agro-industrielle qui met en jeu des investissements très lourds, donc ils ne doivent pas souffrir de la moindre perturbation ou variation d'alimentation en matière première, qui est la plante, la gestion de l'eau est primordiale. Et c'est ainsi que nous avons, à travers des comités techniques dans les 5 régions, où vous avez une bonne représentativité des agriculteurs à travers leurs associations, l'État, pour le ministère de l'Agriculture, et les sucreries, on gère et on organise la culture depuis l'achat et la programmation des intrants jusqu'à la période de la récolte. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la culture sucrière, là où il existe, c'est un peu la colonne vertébrale d'autres productions autour. Tous les agriculteurs partenaires de COSUMAR sont aussi des laitiers, des fabricants disons, des producteurs de céréales, des producteurs de maraîchage, des fruits. Et c'est la betterave ou la canne qui leur permet de tenir le système d'exploitation de leurs parcelles par le préfinancement de tout ce qui est intrant et le paiement de la facture de l'eau d'irrigation. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour l'eau, c'est que notre pays, quand il a lancé la politique des barrages, il était beaucoup plus dirigiste dans les régions où il y avait les investissements hydro-agricoles, dans la mesure où il imposait un assolement aux agriculteurs. Et au fur et à mesure que les cultures se sont installées, au fur et à mesure qu'il y a eu le développement de pas mal de techniques dans différents domaines de production agricole, l'État a commencé à se désengager. Et c'est là où COSUMAR est venu, à l'occasion de la privatisation qui a eu lieu en 2005, et on est rentré dans un autre mode de fonctionnement, où ce n'est plus l'État qui dirige, qui impose l'assolement, c'est beaucoup plus le raisonnement économique qui prévaut. Et c'est là où nous, on a été interpellés en tant qu'acteurs privés sur le plan de l'efficacité et de l'efficience et de la productivité. Et nous avons utilisé notre statut et notre rôle d'agrégateur pour jouer pleinement cette mission-là. Et c'est ainsi qu'en 2005, on était à quelque chose comme 5 tonnes de sucre à l'hectare. L'année dernière, alhamdoulilah, on a atteint 11 tonnes de sucre à l'hectare. Et quand je dis c'est le doublement quand je mentionne ce doublement de production, c'est des revenus chez les petits agriculteurs. Merci. Merci, Monsieur Vicrat. Nous allons aborder par la gestion de l'eau, cette ressource, l'aspect de la santé. Monsieur Dupire, tout à l'heure, vous m'avez appris un mot. Bon, de toute façon, des mots, j'en apprends, ce qui me concerne tous les jours. Alors, je ne sais pas qui sait ce que c'est dans la salle, la spiruline. Très bien, Madame Fournier, bravo. Madame Fournier reviendra l'année prochaine. Je vais m'adresser à Brahim Fassifiri. Je vais demander que vous reveniez volontairement, enfin pas volontairement, mais vous serez bien évidemment invité à revenir l'année prochaine, parce que vous savez ce que c'est que la spiruline. Monsieur, je vais vous donner la parole et vous allez nous expliquer ce que c'est que la spiruline, s'il vous plaît. Puisque vous avez levé la main. Un micro vous est tendu. Bonjour tout le monde. Bon, on ne sait pas comment expliquer ça, mais brièvement, la spiruline, c'est une algue. C'est l'une des algues la mieux nutritive au monde. Il suffit de quelques grammes de spiruline pour assurer le besoin calorique et le besoin nutritif d'une personne, et ça coûte pas trop cher. Merci monsieur, c'est formidable. Vous aurez compris, monsieur Dupire, qu'il y a un certain effort de pédagogie à faire, puisqu'il y a une personne qui connaît la définition de spiruline, mais vous êtes là aussi pour nous la donner. Donc monsieur Dupire, parlez-nous s'il vous plaît de la spiruline. L'Institut Amadeus d'avoir
demandé au petit poussé de ce panel de venir. Je suis médecin nutritionniste et je travaille en Centrafrique depuis maintenant 25 ans. Et j'ai été content d'apprendre tout à l'heure que le sujet essentiel était l'autosuffisance des pays africains, parce que c'est ce que nous désirons depuis le début. À savoir qu'un pays enclavé comme la Centrafrique a beau avoir tout ce qu'il faut en principe pour vivre, est un des pays les plus pauvres du monde, vous le savez. On a donc décidé de mettre en place une méthode qui permettait aux agriculteurs africains d'être autonomes, de se responsabiliser. Nous restons en retrait. D'abord, nous avons fait une formation. Nous poursuivons la formation parce que la spiruline, les bassins de spiruline et les fermes de spiruline font des petits, un peu partout en Centrafrique, mais aussi au Burkina Faso, Togo, Cameroun et dans d'autres pays actuellement. Ça commence à prendre de l'ampleur. La spiruline est une microalgue qui est votre arrière-arrière-grand-mère, puisque c'était la première cyanobactérie qui s'est installée à l'origine de la Terre, et elle a produit de l'oxygène, et grâce à elle, nous avons pu voir la suite des végétaux et le reste. Alors, nous avons considéré que cette microalgue très fruste, qui a des qualités indéniables, puisqu'elle contient de nombreux acides gras insaturés, des vitamines B, des vitamines A et du fer en grande quantité, bref, je ne vais pas vous donner tous les détails, cette microalgue permettait justement de compléter une alimentation monotone. Savoir, par exemple, qu'en Centrafrique, la base alimentaire, c'est le manioc et les fruits, que des glucides. J'ai donc pensé qu'il était important de complémenter cette alimentation. L'autre intérêt de la spiruline, c'est sa possibilité, sa capacité à capter le moins d'eau. Vous ne trouverez aucun autre produit alimentaire qui consomme aussi peu d'eau. La productivité de la spiruline est de 2,5 mètres cubes pour 1 kg de protéines. Il faut savoir que pour le soja, on en est à 9 mètres cubes et que pour le maïs, on en est à 12,5. Je ne parle pas du bœuf où on dépasse 100 mètres cubes. Il est donc extrêmement important de mettre en évidence cette microalgue et je suis très fier de voir que maintenant l'UNICEF devient partenaire et de même que le PAM, Programme alimentaire mondial, veut nous aider puisqu'il s'agit d'une alternative intéressante. Si je peux dire encore 3 mots, il y a pour moi 3 niveaux. Le premier, c'est de soigner la malnutrition, chez les enfants en particulier, mais aussi chez tout le monde. La malnutrition, comme vous le savez, vous avez eu le chiffre tout à l'heure de 235 millions de malnutris dans l'Afrique subsaharienne. Le grand malheur, c'est que si dans le monde on parle de diminution de la malnutrition, dans l'Afrique subsaharienne comme dans l'Asie du Sud, l'augmentation est de 10 points par rapport au pourcentage de malnutrition depuis 20 ans. Donc il faut essayer de trouver des méthodes alternatives. Donc la malnutrition aiguë, c'est important. Deuxièmement, demander à la population de pouvoir consommer ce produit. Donc pour ça, il faut que les cultivateurs, les spiruliniers, comme on le dit, produisent plus pour qu'ils puissent nourrir leur famille et également revendre sur le marché la spiruline, ce qui se fait de plus en plus maintenant. Et après, utiliser le commerce équitable pour pouvoir exporter, mais ça c'est une autre histoire, c'est après. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se serve de la spiruline pour que les pays où la malnutrition domine soient des pays qui voient enfin un espoir de pouvoir diminuer cette malnutrition. Merci M. Dupierre. Alors, Madame Fournier, je vais vous demander de revenir sur ce que vous nous expliquiez avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure. Jusqu'où cette gouvernance, cette gestion de l'eau est-elle intégrée dans vos modes, enfin dans vos plans d'investissement et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très précis, un exemple de terrain, puisque nous sommes là aussi pour confronter des expertises de terrain, des bonnes pratiques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous exprimer tout cela ? Comme le disait M. Ficra, lui qui vient aussi du monde du secteur privé agricole, l'eau est fondamentale
non seulement pour la population, mais pour pouvoir produire des légumes, pour pouvoir aussi élever du bétail. Quand on arrive concrètement dans une zone, la première chose qu'on fait, c'est qu'on est obligé de faire un plan pour voir où est l'eau. Vous seriez surpris de voir que dans des endroits où on dit bon, il n'y a pas d'eau, la productivité est très basse, dès qu'on réussit à faire un plan, voir où est l'eau, amener des méthodes diverses, soit de captation et de rétention de l'eau, de pluie. Souvent, la pluie arrive de manière sporadique ou par saison, soit parfois d'aller chercher dans les nappes souterraines. Évidemment, s'il y a des rivières, c'est encore mieux, quoique ce n'est pas toujours ça qui résout les problèmes. Donc on fait un plan avec ce qui est possible d'avoir, et avec ça on adapte la captation de l'eau. Donc les deux problèmes qui préoccupent les plans agricoles, c'est la captation et c'est la distribution de l'eau. De l'expérience que j'ai sur le terrain, c'est que et la captation, d'ailleurs dans les zones arides, et la captation de l'eau et la distribution de l'eau est quelque chose qui nécessite trois éléments importants. Premièrement, et je mets l'accent dessus parce qu'effectivement, je crois que c'est un point très très important, une bonne gouvernance de l'eau dans le pays, parce que déjà ça améliore le contexte général. C'est peut-être pas totalement nécessaire, mais je pense que c'est indispensable pour deux raisons. La première, c'est que ça évite de donner tout le monopole de la gestion de l'eau au secteur privé dans certaines régions, ce qui est parfois pas toujours une bonne chose. C'est de mettre des règles strictes et puis peut-être d'améliorer le macro de l'eau. Et là, après ça, à partir de là, c'est de déterminer quelles sont les technologies qu'il faut appliquer pour la captation de l'eau. C'est pas la même chose si on est dans une zone où il y a de la pluie mais pas d'eau souterraine. Et il y a énormément, il y a plusieurs méthodes éprouvées de rétention de l'eau, de captation de l'eau. Et la troisième chose qui est importante pour nous, c'est comment cette eau est distribuée. Et là aussi, vous avez encore, je finis juste ça, oui, là aussi, vous avez encore toute une série de méthodes d'irrigation qui dépendent essentiellement de la grandeur des exploitations et de l'endroit où on est. Donc il n'y a pas aucun plan d'eau qui est adaptable d'un endroit à l'autre. Justement, c'est la question que je vais vous poser. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Où cela a-t-il marché ? Pourquoi ? Et où cela n'a-t-il pas marché ? Et pourquoi aussi ? Ce qui n'a pas marché, moi, je ne suis pas dans le domaine de ce qui ne marche pas, en général. Je suis dans le domaine de ce qui marche. Mais je dirais qu'on a deux plans de travail. On a soit dans des pays où on peut faire des grandes exploitations, ce qui n'est pas toujours le cas des pays africains, puisqu'on travaille en Afrique et on travaille en Amérique du Sud. Alors, dans des endroits où on peut faire des grandes exploitations. Je prendrai un exemple qui ne vous concerne pas directement parce que ce n'est pas l'Afrique, mais je pense qu'il est intéressant en termes de grandeur et aussi de ce qu'on dit de la région. Il y a une région qui est extrêmement désertique dans le nord du Paraguay qui s'appelle le Chaco, où réellement il y a un élevage avec une productivité qui est très très basse. Par exemple, on dit que pour pouvoir faire un élevage, il faut une vache pour 5 à 6 hectares. Si on laisse en allant vraiment implanter, mais c'est vrai que ça demande des investissements et je pense que dans la conférence, une des questions c'était les défis. Les défis, je pense que c'est d'une part les investissements que le gouvernement lui-même va faire
pour mettre des règles, peut-être pour faire des barrages, peut-être pour... Alors, dans des régions comme ça, beaucoup d'eau est captée temporairement quand il y a des pluies et qui sont vraiment très temporaires. Il y a des mois et des mois et des mois sans eau. Et puis avec des bassins de rétention, avec des technologies. Je ne veux pas rentrer dans la partie technologique parce que c'est un peu long et il y a tellement de variantes. Et donc, quelqu'un qui n'implanterait pas certaines technologies se retrouve avec des niveaux de productivité très bas. Quand je parle de productivité, je ne parle pas juste du point de vue de l'investissement, mais je parle aussi du point de vue de nourrir des populations. Merci. Est-ce que vous êtes investissement? Êtes-vous présent au Maroc? Au Maroc, non, mais pas exclu que nous soyons bon entendeur, salut, il va falloir... Mais par exemple, vous avez certains pays, par exemple, comme le Congo-Brazzaville, c'est une autre problématique, parce que, par exemple, il y a beaucoup de forêts. Alors, c'est pas... Ce que j'essaye juste de faire comme point, c'est que c'est pas une méthode qui est applicable dans tous les pays. D'accord. Monsieur Fikra, justement, est-ce que vous appliquez les mêmes méthodes sur le sol sur le sol marocain que par exemple au Soudan, où vous avez des velléités de développer également votre production? Madame Fournier, je pense que chaque pays ou chaque cas est un cas particulier, mais ce qu'il faut souligner, c'est que la question de la mobilisation ou de rendre disponible l'eau, c'est de l'infrastructure. Et qui dit infrastructure dit des investissements très très lourds. Et pas uniquement la collecte et la mobilisation de l'eau, mais même sa distribution elle-même, c'est des investissements très lourds qui relèvent de l'aménagement du territoire et souvent qui aboutissent à un coût de revient du mètre cube qui est très élevé. Nous, au Maroc, on a eu la chance d'avoir la politique de l'eau, avec la politique des barrages, avec les investissements qui ont été faits sur plusieurs régions agricoles et qui ont fait que l'eau était quelque part subventionnée à la base et qui permet à l'agriculteur de la payer à des prix très bas. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer puisque l'État se désengage et il y a déjà un début de mise en place de modèles pour aller vers la vérité des prix. Il y a eu le mécanisme de partenariat public-privé qui sont en cours, notamment au sud du Maroc, où vous avez une société privée qui a réalisé l'investissement moyennant un accompagnement de l'État pour rendre l'eau accessible à l'agriculteur. Alors pourquoi je vous expose tout cela? C'est que le problème va se déplacer beaucoup plus en aval dans la chaîne de la valeur. Au lieu d'être au niveau de l'infrastructure, il faut qu'il aille vers le marché. Donc il faut que les produits que doit permettre de fabriquer ou d'avoir l'eau doivent être rémunérés par le marché et doivent payer l'eau. Et là, c'est une autre problématique beaucoup plus complexe. Monsieur Stambolis, vous partagez cette vision du marché de l'eau, de ces partenariats publics-privés? Quelle est aujourd'hui l'implication de la FAO sur ce genre de programme? FAO has been partnering with other international organizations and the government of Morocco for aspects of this program, especially in the livestock sector, the design and location of slaughterhouses, some of the analysis of resource issues. So we consider this a very important program, not for others to follow to the T, but to learn some very important lessons. As I said in our meeting that we had beforehand, we consider and not only us, but also the World Bank, for instance, is putting a lot of emphasis on the successes of Morocco with respect to try to reconcile the multiple roles of agriculture, producing food, preserving the resource base, or anyway, protecting the resource base, if you wish, and very importantly, contributing to not only production of food, but access to food, that is, to incomes and ability of the poor and the small farmers to access food. So yes, for me, it's a very important case for learning lessons, which also says that before we despair about
we are reaching the beginning of Armageddon. We should look around of all the innovation, right? And innovation doesn't mean only new things, but things that have been tried somewhere else and worked. Now, Mr. Chair, if you allow me, I will say a few things about this, or do you want me to only comment on what others said? Because it's, for me, what Madame Fournier said about the private sector is a very instructive thing. Sometimes we consider the private sector only big farmers or corporate farming or other big players in the food chain, in the value chain, right? Well, the smallest of the small of farmers are private sector. Governments don't farm. Well, they used to many years ago, but not anymore. Farmers do. But governments have a very important task of creating the enabling environment for farmers to farm, to increase productivity, to improve their livelihoods, and to preserve the national resource base. So this, to me, this is a very important point, which it's trivial, but it tends to be forgotten. No? We consider the very small farmers something different than private sector. I think that's, it takes us the wrong way. But let me go back to what I was going to say in the beginning, if you allow me, Monsieur. What are the challenges for agriculture between now and 2050? 2050 has remained somehow a milestone in talking about the future of food, because FAO a few years ago published Agriculture Towards 2050, which has become now the golden standard of what is going to happen between now and 2050. Okay, so agriculture has to feed 10 billion people or abouts, depending on which UN population variant you take, by 2050. Now we are about 6 point something, we're going to be 10. In order to satisfy the effective demand for food, we have to produce about 60% more stuff than we produced somewhere in 2006, which is the baseline for our work. Now, you'll be surprised, but more than close to 80% of that stuff have to be produced by we project, they will be produced by the developing countries, right? Not by the developed countries. Now, one good news about this story is that in the last 40 years, we increased production by 120% and now by only about 60%. Despite the fact that diets are changing, a lot of the low-income countries become middle-income countries, they consume more proteins, more meat, more fish, more eggs, more dairy products. All of this taken into consideration, we will, and the reason is, of course, because population growth is slowing, that's a good thing, but also because, those countries that have satisfied their food needs, they won't increase consumption by a lot because they're going to explode otherwise. So, not that bad from that point of view. However, as I said in the beginning, we have to feed everybody on the planet with a nutritious diet. Today we have 105 million people that are suffer from caloric deficiencies, and as I said before, 2 billion, and here I want to echo the other speaker, talk about spirulina, that are suffering from protein deficiencies, micronutrients, stunted children, which is a big, so we have to do that. Agriculture somehow has a role into feeding people properly. Now, agriculture is not just producing food and non-food. It's also about livelihoods, about people's incomes. And so agriculture has to play that role, especially with respect to the rural poor. It has to provide the means for the rural poor to get out of extreme poverty. And we have to do everything with a sustainable manner. We have to be better in managing the resources of agricultural resources that we've been in the past. Also because all these things have to be produced under a situation of less resources and reduced quality of water, land, etc., etc. Now, maybe I sound a little strange here, but I will start with some good news. Globally, we can feed the world by 2050 without excessive pressure on prices, right?
if we manage to increase productivity and bring it to the level of a few decades ago. It's not difficult. It's all there. Now, despite the fact, as I said, that we are not running out of land resources like people tend to believe. There is about 1.2 billion hectares that could be considered arable, right? And we only need 70 million by 2050, additional. The problem is not that. The problem is that land resources are concentrated in 35 countries, about 85% of them, in Latin America and in Africa. Just to talk about a little bit about the pessimism about Africa. Africa can become a breadbasket of the world if the proper investments and governance are present, right? So that's where land is. So the problem is concentration. The problem is also that existing land uses have gone into environmentally sensitive marginal areas, etc. But let's come to water. Now, globally, again, we're not running out of water resources, globally. But the problem is that, and the effects of climate change won't show up as drastically by 2050 like towards the end of the century. The problem is that the water issue is again distribution, right? Like the land issue. For this region, the Near East and North Africa region, there is no net expansion of land and there is no net expansion of water resources. Everything has to come from increased productivity of the resource base. So, now, to increase production by 60%, water withdrawals will have to increase by about, the land under irrigation has to increase by about 6%, but the harvested area under irrigation will increase by 12%. So we're going to achieve substantial gains in productivity of water resources. There is no doubt about this, right? However, talking about distribution here, that more than half of the world population will live in countries with severe water constraints, and not only about agriculture, but also in general. So, China, Egypt, Ethiopia, India, Iran, Jordan, Pakistan, and in the Near East and North Africa and Central Asia, most of the exploitable water is already withdrawn, with 80 to 90% of that going to agriculture. So there is going to be, the problem will be that in countries and regions there will be water stresses, but globally it won't. Let me just tell you that Latin America is only using 1.4% of its potential freshwater resources for agriculture, while this region is using about 80. Merci, merci, Monsieur Stamboulis. Non, juste une question. Just one question. Is it not now the time to change this production and this way of production? Absolutely. And especially in Africa? Absolutely. Especially. Absolutely. Let me talk about the two most important systems and why there is a little bit of a choice that has to be made. Not a little bit, an important choice. First of all, irrigation, right? Today, of course, irrigated land can be 2 or 3 times more productive than rain-fed land, right? It produces about 44% of total food that we eat. 54%, still the majority, is produced by rain-fed agriculture. So again, we're projecting very important gains in the irrigation capacity. However, those important gains may come with waterlogging, salinization that will have important effects on the resource base and after 2050. Again, potential for expanding irrigation is limited in a number of countries, which they have to look at changing the way that irrigation is managed. That's where governance comes in, you see. That's the problem. That is perverse incentives to overusing irrigation water, heavy subsidies, either subsidies to agriculture or to water use, uncontrolled groundwater extraction, etc. All those are things that will come to hit us in the years to come. So
You're absolutely right about this. And let me say one more thing about rain-fed systems. Because rain-fed systems are the systems where most of the poor and small farmers actually draw their water. Now, here is the problem. Today, 80% now of farmers, 84% of all farmers in the world are less than 2 hectares, 21. And they only control 20% of land. But those are the focus of food security. On the other hand, farms by over 20 hectares, 50 hectares, etc., are tiny in proportion, but they control about 75% of world's land. So here the big choice that you have to do. If you talk about food security, where do you concentrate your effort? Merci, Monsieur Stamboulis. Vous l'aurez compris, ces exploitations familiales sont le nerf de la guerre et sont vraiment ce levier de croissance. Moi, j'ajouterais que tous ces exploitants agricoles doivent être protégés. Et ça, c'est une autre question. Ça fera l'objet d'un autre débat. Il faut que les banques dans le monde, il faut que les nations... juste pour votre information, sur le continent africain, 600 millions d'hectares de terres ne sont pas exploités. Et quand on sait que sur la planète entière, 2/3 des terres cultivables et cultivées sont dédiées juste au fourrage, on est en droit aussi de se demander par rapport à une exploitation de taille familiale, comment on peut imaginer et comment on peut faire que ces fermiers, ces agriculteurs, ces paysans, et j'ai plaisir à employer ce terme, les paysans, sont des hommes qui aiment la terre et des femmes qui aiment la terre, puissent être protégés de cette voracité qui parfois est un peu inquiétante, et en particulier sur le continent africain. Je vais faire une petite rupture là, histoire de casser un peu le rythme, et je vais vous donner la parole. Et on reviendra après sur une partie du débat sur l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire, notamment sur le continent africain. Monsieur, vous avez une question. Bonjour, je suis le colonel Hassan Saoud, je suis consultant en sécurité. Je suis venu sur ce panel parce que la sécurité alimentaire est une composante de la sécurité globale. Je remercie les panélistes pour tous les éléments qu'ils nous ont donnés. Et M. Bazin, vous avez donné un chiffre alarmant, 230 millions de sous-alimentés. Monsieur de la FAO, que je remercie également, a été d'un optimisme assez angélique. Et concernant l'Afrique, moi, je suis étonné qu'on ne parle pas de la braderie des terres arables africaines. 200 millions d'hectares de terres africaines sont bradées. Au moment où, en 2050, on sera 10 milliards, et dont un tiers seront africains. La raréfaction de l'eau, la désertification, et puis le déracinement des populations africaines de leurs terres arables parce qu'elles ont été achetées par des puissances émergentes, par des multinationales et même par des fonds d'investissement. Votre question, parce qu'on en a... La question, c'est celle-là. Pourquoi la FAO évite d'en parler? Non, on évitera, on ne contournera aucune des questions. Donc effectivement, cette question s'adresse à vous, M. Stamboulis, et on va la traiter. Je me permets juste d'attirer votre attention sur le fait que, justement, j'ai signifié ce souci de protection des petites exploitations, et en particulier des terres arables qui sont africaines et qui sont bradées. J'ai parlé de voracité. Vous l'avez dit gentiment, c'est bien. Je peux le dire plus méchamment si vous voulez, mais on va laisser M. Stamboulis vous répondre gentiment aussi. Merci. Yes, Mr. Stamboulis, yes, you should give an answer. Let me first clarify what I said. I said that in Africa, if we change the way we do business, it can become a huge player in global agriculture. As I said before, 85% of total land that's suitable for cultivation is in 35 countries in Latin America and Africa. There are big tracts of land in Africa whereby the productivity with investment in water, etc., can be as much as Kansas.
or Illinois or other parts of the United States that are considered extremely productive. So I said, optimistic if certain things are done. So I don't want to be. And second, I'm from the Food and Agriculture Organization, not the World Food Program. I have nothing against the World Food Program. I just happen to be FAO, but that's beyond the point. Let me talk, this is a very important issue. You see, the whole issue of land grabbing, because that's what you're referring to, the land grabbing issue came after the price explosion of 2008, whereby international institutional investors, they went to certain developing countries making land deals, some of which were considered scandalous, no? Correct? I mean, there was this big case in Madagascar where at the end of the day it didn't go through because there was an international outcry against it, and other cases were still on the table. That happened from etc. So there's been a big discussion about this. FAO is implementing something which is called the Voluntary Guidelines on the Responsible Tenure of Land and Other Natural Resources in the context of national food security, which is advises countries on exactly what you said, at their demand. What kind of things can not only international investors, because we shouldn't only point the finger at the big corporations and institutional investors, but also domestic investors, which are some of the principles that they should be followed in order for investment in natural resources, not only land, to become beneficial for the recipient country and not only for the investor. The second point, which is just starting, the Committee on World Food Security endorsed about 2 weeks ago, or 3, the Responsible Agricultural Investment Principles, which is exactly a code, voluntary guidelines to investors and to governments on how they should come together to agree on investment, not only in land, but also throughout the food chain that can also be beneficial for the country. So FAO has not stayed silent on this. It has analyzed several cases of what we call land grabbing, the pluses and the minuses that they could offer to the recipient country. There is no doubt that that Africa is short of knowledge and the type of and financial capital. So if there is a mutual agreement, investments could be beneficial for investors and for the African people as well. So we shouldn't condemn every single investment in land, even if it's big, you know, that it's non-beneficial for the country. There are cases in African countries, and we can discuss this, that those investments have provided employment and other things. And in others, whereby they invested, they left the land that was totally unusable, and they left. So thank you. Merci, M. Zamboulis. Madame Fournier, quand un investisseur comme Maeva arrive, choisit un pays, un terrain, forcément une population, une culture, est-ce qu'il y a des programmes pédagogiques associés ou est-ce qu'il y a une formation? On parlait par rapport justement à cet aspect vorace c'est du vol, on faut dire les choses, voilà, on va même pas parler de kidnapping, c'est du vol. Est-ce qu'un investisseur comme vous s'attache aussi à former les populations, à les mettre en garde et à les protéger de fait? D'abord, je vous mettrai en garde de ne pas mettre en opposition deux sortes d'agriculture, parce que là, on parle de deux sortes d'agriculture. Une agriculture intensive avec des grands espaces qui, effectivement, souvent, nous, ce qu'on fait, mais je parle pas pour tous les investisseurs et tout le monde, c'est sûr qu'on a un côté responsable et sont dans des zones qui ne sont pas extrêmement peuplées. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, l'agriculture dans des zones qui sont beaucoup plus peuplées et qui nécessitent de structurer des projets qui ont un autre modèle. Je crois que pour moi, ce qui est important qui ressort de ce panel, c'est qu'il n'y a ni un seul modèle de structuration de projet agricole. Et d'ailleurs, M. Fikra, qui est à côté de moi, montre un modèle que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire une entité centrale
qui génèrent l'argent pour la technologie, pour la machinerie, parce que les petits agriculteurs ne peuvent pas le faire, et en même temps des contrats avec des petits agriculteurs où tout le monde y trouve son compte. Évidemment, ça demande aussi une relation de respect, parce que effectivement, ça peut créer des relations où l'investisseur est en position de pouvoir. Mais si la relation est équitable, tout le monde y trouve son compte. D'une part, il faut quand même faire très attention, c'est protéger le petit agriculteur, c'est une chose fondamentale, mais en même temps, il faut que le petit agriculteur puisse rentabiliser ses terres. Donc ça, c'est un peu un cercle vertueux, je ne dis pas vicieux, je dis vertueux. Donc, au lieu de condamner les investisseurs, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire quels sont les modèles qu'on peut implanter en fonction de la structure des fermes ou des terres. Bon, nous, c'est ce qu'on fait. Je ne dis pas que tout le monde le fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de spéculation, mais il y a des modèles alternatifs à la grande exploitation qui fonctionnent, parce que ultimement, il faut quand même être très clair. Il faut qu'il y ait de l'argent qui est mis pour augmenter la rentabilité des terres. Donc, ou c'est le gouvernement qui le met, ou c'est le secteur privé. Si le secteur privé, à part évidemment des programmes comme le World Bank, si c'est le secteur privé, il faut aussi que le secteur privé il trouve son compte. Je suis sûr que M. Ficrin, dans la structure et l'organisation de leur production de canne à sucre, il y a une rentabilité qui justifie les investissements qu'ils font. Donc je pense que c'est plus un partenariat qu'une opposition. Et je pense que si on met l'investissement privé en opposition avec et les petits agriculteurs et les gouvernements, à mon avis, on fait fausse route. Alors, tous les projets d'investissement ne sont pas des projets voraces qui expulsent les populations. J'ai travaillé sur des projets où il y a même eu des villages qui ont été créés, des écoles qui ont été créées, mais ultimement, s'il y a de l'argent privé qui est mis, il faut que les gens s'y retrouvent aussi. Donc, en travaillant en partenariat, je pense que c'est absolument la solution pour améliorer la productivité et régler un des problèmes de la sécurité dans le monde. Merci Madame Fournier. Monsieur Ficrat, justement, expliquez-nous comment vous procédez sur le territoire marocain et sur d'autres territoires africains sur lesquels, justement, aujourd'hui, Cosumar est présent. Bien. Merci pour votre question. Ça me permet d'utiliser un concept qui commence à être aussi, disons, développé dans le domaine de l'industrie de manière générale. En fait, nous représentons un écosystème qui est original. Pourquoi écosystème? Vous avez plusieurs composantes, où chacune des composantes a essayé de jouer son rôle. D'abord, il y a l'État, qui avait commencé par mettre en place les investissements lourds qu'il fallait pour mobiliser l'eau, créer les réseaux de distribution, lancer les premières sucreries depuis les années 60 jusqu'aux années 80. Il y a le secteur privé avec ses deux composantes, une société agro-industrielle qui est Cosumar et les sociétés qui la composent, mais aussi les agriculteurs qui ont des petites exploitations qui sont très nombreux, qui sont aussi, et je suis d'accord avec le monsieur de FAO, ils font partie du secteur privé. Alors toute la difficulté, c'est de créer un écosystème où vous avez un mode gagnant, gagnant, gagnant. Tout le monde doit gagner. L'État doit rentabiliser ses infrastructures, doit créer les conditions et le climat pour qu'il y ait suffisamment d'emplois, de création de richesses et de sécurité, entre autres alimentaires. Le secteur privé représenté par les agriculteurs doit assurer un certain revenu. Et aussi, l'agro-industriel que nous représentons doit rentabiliser ses actifs qui sont extrêmement lourds. Alors, je vais juste virer sur la chaîne de la valeur. En fait, on a la chance dans le secteur sucrier d'être une chaîne totalement intégrée qui démarre depuis la terre jusqu'au souk ou jusqu'à l'étalage, jusqu'au produit fini. Quand on achète 1 kilo de sucre, en fait, 60% du prix va à l'agriculteur.
et 40% rémunèrent les autres maillons de la chaîne, la production, la transformation, la logistique, la marge de la distribution. Et par ce biais-là, vous avez une source de revenus qui est permanente. Maintenant, là où il y a les enjeux, c'est de faire en sorte à ce que cet écosystème soit viable et soit équilibré pour que toutes les parties qui interviennent, chacune ne soit pas lésée au détriment ou au profit d'une autre. Et c'est là l'astuce. Alors, on n'a pas encore commencé à réaliser des opérations à l'extérieur, mais il y a des pays frères qui ont commencé à s'intéresser fortement à notre modèle, à le reproduire. Il y a nos frères tunisiens, ils sont en train de mettre en place le modèle de l'écosystème. Nous avons aussi des opérateurs au niveau du Soudan, où ils essaient de recréer ce système, en commençant par l'investissement dans l'irrigation, dans la partie industrielle, et en mettant surtout un ensemble de règles de jeu qui gardent cet équilibre où il faut créer de la richesse, se faire rémunérer équitablement par le marché et distribuer le revenu sur toutes les parties prenantes. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à... Merci, M. Fikra. Une question dans la salle. Bon, ma question, c'est pour M. Fikret. Bon, M. Fikret, vous avez parlé de comment est-ce que Cosumar encourage les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler dans le cadre du défi de l'augmentation de la production du Cosumar, Cosumar qui est une industrie sucrière qui utilise beaucoup d'eau, surtout dans l'extraction, donc l'extraction et le lavage. Est-ce que vous pouvez nous parler des méthodes et de votre politique concernant le traitement de ces eaux après production? Merci. Merci. Alors, l'eau et l'énergie sont deux facteurs extrêmement importants dans notre production. L'eau, il est beaucoup plus présente dans le maillon de production agricole et il est aussi présente dans la partie transformation à côté de l'énergie. Alors pour ce qui est de l'eau, il y a toute une politique qui a été faite et qui s'est insérée dans le cadre du plan Maroc Vert pour accompagner les agriculteurs dans une utilisation plus rationnelle et plus efficace et efficiente de l'eau. Il y a un financement presque total de tout ce qui est conversion, de ce qui est gravitaire vers la partie goutte à goutte. Mais c'est quelque chose qui est lourd et qui demandera beaucoup d'efforts et de persévérance pour y arriver. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement inférieurs à 10%, mais il y a beaucoup de dossiers qui sont dans le pipe pour aller de l'avant, parce que vous avez la multitude et l'atomisation des exploitations qui rend aussi le sujet difficile et vous avez pratiquement des investissements par hectare qui démarrent à 40 000, 45 000 dirhams, ce qui est lourd à l'échelle des petites exploitations d'1 hectare, 2 hectares. Côté industrie, nous avons rationalisé l'outil de production. On était une douzaine de sucreries en 2005-2006. Aujourd'hui, nous sommes 7 sucreries, 5 sucreries de betterave et 2 de canne, qui font une capacité plus élevée, des procédés améliorés, mais surtout une forte amélioration de la consommation des utilités, l'énergie et l'eau. Nous avons certains sucreries qui sont presque à zéro consommation d'eau. Toute l'eau il est recyclé, si vous voulez. Et grâce à cela, tous les sites aujourd'hui de Cosumar sont certifiés, entre autres ISO 14000, et on a réussi à avoir les labels responsabilité sociale à l'échelle nationale et à l'échelle aussi africaine. Et on a aussi une médaille de la FAO en tant que modèle d'agrégation au Maroc. Et si vous voulez, l'eau et l'énergie sont des préoccupations permanentes. Nous sommes à l'écoute de toute évolution technologique et nous investissons lourdement quand il le faut pour adapter nos procédés. Alors, côté agriculteur, il n'y a pas que l'investissement qui joue, il y a aussi la sensibilisation et la formation. Et nous avons une centaine d'ingénieurs agronomes et de techniciens qui sont répartis sur les 5 régions, qui organisent des formations spécifiques, des visites de benchmark à l'étranger, entre les sites, pour mettre en place les dernières techniques possibles de productivité et de consommation intelligente de l'eau. Merci. Merci. Monsieur, une question au premier rang, à droite. Enfin, à gauche pour moi et à droite pour vous. Jawad Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et ma question s'adresse également à M. Fikrat et je voudrais dire effectivement que
l'expérience Cosumar est une réussite. Ce n'est pas pour faire des compliments, mais c'est la vérité. Alors ma question est la suivante. Effectivement, au départ, lorsqu'il y a eu les barrages, on a plus ou moins imposé aux agriculteurs de faire de la betterave ou de la canne à sucre. Alors, maintenant que c'est privé, je voudrais poser la question à M. Fikrat. D'abord, au point de vue rentabilité pour le producteur, parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est la betterave qui est plus intéressante que la canne ou pas? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce que par rapport aux autres spéculations, c'est-à-dire les fruits et légumes, est-ce que l'agriculteur a plus intérêt de faire la betterave et la canne ou plutôt les fruits et légumes, par exemple? Merci. Merci, Président Sikirdoudi. Votre question m'amène aussi à utiliser la réponse magique qui est l'écosystème. En fait, quand vous prenez n'importe quelle parcelle d'un agriculteur sucrier, qu'il soit betteravier ou cannier, son exploitation en soi, c'est un écosystème dans lequel il a la possibilité d'insérer la betterave ou non. Quand il insère la betterave, il est extrêmement bénéfique. Les meilleurs sélectionneurs et les meilleurs producteurs de céréales sont des betteraviers d'abord, parce que quand vous mettez la betterave, il nettoie le sol, et si vous mettez les céréales immédiatement après, vous avez des rendements spectaculaires. Et dans ce sens-là, la betterave est très désirée. Au départ, les gens faisaient un comparatif beaucoup plus linéaire. Ils disent la betterave m'apporte X, d'autres cultures m'apportent Y, si X est inférieur à Y, je vais vers Y. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, et c'est grâce à la formation, grâce aussi à l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'arrêter les listes de gens qui veulent faire la betterave pour ne pas dépasser nos capacités de traitement. Parce que quand vous prenez n'importe quel agriculteur, il a à travers la betterave ou la canne le préfinancement de l'ensemble de ces intrants, pas uniquement pour la betterave, mais pour la moitié ou le tiers qu'il réserve aux autres cultures telles que céréales ou maraîchage, et il a un revenu qui est assuré et garanti pour la betterave, et ça lui donne plus de souplesse pour produire. Et quelque part, nous avons l'honneur de participer à l'encouragement et la promotion des autres productions dans le secteur où nous sommes présents. Nos betteraviers sont aussi des laitiers, sont aussi des producteurs de viande rouge, sont aussi des producteurs de légumes. Et dans les zones où vous avez le sucre, vous avez des zones de production qui pèsent lourd au niveau national. La Doukala, la Tadla, la Melouia, le Gharb et le Locus. Et la betterave et la canne, en ce sens-là, c'est aussi une réussite pour les écosystèmes des petites exploitations. Et nous capitalisons énormément sur cela par un accompagnement fort avec les agriculteurs, mais on est allé plus loin. Aujourd'hui, on s'intéresse même à la couverture sociale des agriculteurs qui fonctionnent avec nous. Aujourd'hui, nous sommes à quelque chose comme 5000 familles d'agriculteurs qui bénéficient de la protection sociale et de l'assurance grâce à leur activité dans le système sucrier. Merci. Monsieur, une question. Merci, messieurs les panélistes. Ma question s'adresse également à monsieur Fikrat. La Cosumar, en tant qu'acteur majeur et un agrégateur de premier plan pour le développement de la filière sucrière au niveau national, est-ce qu'elle s'est préparée à une ouverture du secteur à la concurrence? Et puis, est-ce qu'elle a préparé un plan pour accompagner l'État pour le développement de la filière sucrière, aussi bien dans le développement agricole qu'en infrastructure et équipement des terres? Merci. Si vous voulez, Cosumar a toujours été prête pour assumer ses responsabilités. Ces 10 dernières années, nous avons fait un investissement lourd de 5 milliards pour rendre tout ce qui est outils de transformation, que ce soit les sucreries ou la raffinerie de Casablanca, aux meilleurs standards internationaux. Avec l'arrivée d'un investisseur tel que Vilmar, qui est un investisseur lourd dans le capital de Cosumar, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que notre raffinerie est la numéro 1 par rapport aux raffineries que gère ce groupe au niveau mondial, au niveau asiatique et au niveau aussi Amérique
le Brésil et l'Inde. Donc la réponse, oui, on est prêt et on peut aller le plus loin possible. La seule chose, c'est que l'État doit choisir ce qu'il souhaite, s'il souhaite ou non protéger et développer la production locale. Et là, c'est un autre sujet qui est dans tous les pays du monde est traité, à commencer par l'Europe, par les États-Unis, où il y a un système de protection particulier pour la betterave locale. Merci. Je ne vous donnerai la parole qu'à une seule condition, c'est que la prochaine question ne s'adresse pas à M. Fikra. Je sais que nous sommes au Maroc, je sais que vous êtes passionné par votre pays, nous aussi, mais plus de questions à M. Fikra. Alors justement, moi je vais poser une question à M. Dupire, parce que je voudrais revenir, et après je vous promets, monsieur, puisque vous m'avez déjà fait signe et informé qu'il ne s'agissait pas d'interroger M. Fikra, donc évidemment je vous donnerai avec grand plaisir la parole. M. Fikra, ne me voulez pas surtout. Monsieur Dupire. Quand on sait que 1 400 000 enfants meurent chaque année en Inde de malnutrition et suite à des pollutions des nappes phréatiques, je n'ai aucune indulgence pour un pays qui laisse mourir ses enfants, en particulier l'Inde, qui aussi laisse mourir ses enfants plus de 20 ans après l'accident de Bhopal, qui est un véritable drame. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Monsieur Dupire, je voudrais revenir sur cette relation, cette passerelle, évidemment cette corrélation entre l'eau et la santé. Comment, vous qui avez parcouru plusieurs pays, parce que je crois que vous œuvrez dans plus de 20 pays aujourd'hui, sur les 54 en Afrique, c'est ça? Notre système qui s'est mis en place, c'est dans plusieurs pays. Je continue à piloter avant tout celui de la Centrafrique qui est notre modèle. Bon, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que je suis là depuis quelques minutes en train de bouillir quand j'entends cette satisfaction de la FAO, de toutes ces grandes personnes qui dirigent le monde et qui m'expliquent qu'on est bourré d'optimisme, qu'il y a des tas de terres cultivables, que l'eau, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Alors je voudrais dire que moi, j'ai fait une statistique toute bête. En 1990, quand je suis arrivé, on avait un taux de mortalité infantile qui est exactement le même qu'en 2012. Alors que je vois passer tous les 4x4 de la FAO, du PAM, du PNUD, de l'UNICEF, de tout ce grand monde qui tourne avec des ONG pleines d'argent, et nous essayons de dire non, trouvons une solution alternative qui va permettre d'aller un peu plus loin dans la guérison de tous ces enfants qui meurent et même ces adultes. Quand j'entends dire qu'il faut continuer à promouvoir la viande rouge alors que ça coûte une fortune en eau et même en énergie, moi je ne parle que des pays subsahariens. Je ne parle pas des pays qui sont en train et qui s'en sortent très bien, l'Afrique du Nord, pourquoi pas l'Afrique du Sud. Moi je parle de pays où c'est une catastrophe, où la mortalité infantile est exceptionnellement haute, et je voudrais qu'on trouve des solutions sans dire tout va bien, on va y arriver puisqu'on a tout ce qu'il faut pour ça. Moi, c'est donnez-moi des solutions. Pourquoi on continue à faire exactement la même chose qu'avant en disant on va y arriver alors qu'il y a des possibilités comme la spiruline, qui est c'est pas du tout l'unique possibilité, mais c'est une méthode alternative qui peut apporter à moindre coût et sans beaucoup d'énergie, puisque c'est la photosynthèse qui travaille, sans aucun apport d'engrais chimiques ni de pesticides. Je vois vraiment pas, en consommant très peu d'eau, je vois vraiment pas pourquoi on n'essaye pas. C'est tout. Vous l'aurez compris, M. Dupire bouillait, enfin je sentais, mais pour de l'eau, enfin non, elle n'est pas très drôle, l'eau qui bout, etc. Bon, on va passer à autre chose. La question, cher monsieur, votre question, et évidemment, M. Stamboulis, je vous donnerai un droit de réponse bien mérité, bien mérité. Merci. Donc ma question, d'abord je me présente, Moustapha Benbella de Global Nexus, et ma question est pour Madame Fournier. Alors, ma question est de savoir quels sont les challenges auxquels vous faites face pour identifier les projets, ou en tous les cas notamment en Afrique, qui sont relatifs à l'eau, en vue de les financer. Et puis l'autre point, c'est quel est, en termes de manquabilité de ces projets-là, est-ce que vous faites face à beaucoup de problèmes de faire accepter ou de trouver du financement multilatéral, voire local pour les projets que vous financez, notamment africains. Et dernier point, comment vous intégrez l'aspect social et sociétal de ces projets-là dans
dans votre approche et puis finalement dans votre évaluation de projet. Voilà, merci. Merci pour la question. La question du défi, le premier défi qui, à mon avis, pour nous est fondamental et qui recoupe exactement le thème de notre panel, c'est l'eau. C'est d'abord avoir une bonne compréhension déjà des capacités d'eau de la région. La deuxième chose, c'est de bien comprendre aussi la structure des terres. On en a parlé abondamment, on n'a pas du tout la même approche dans des zones où ce sont des petits propriétaires ou ce sont des grands propriétaires terriens. La troisième chose qui est fondamentale pour nous, c'est la relation avec le gouvernement. Je sais que beaucoup de pays africains nous disent nous, on n'est pas agriculteurs, c'est-à-dire ne veulent pas investir directement dans le développement agricole, mais en même temps, on a besoin d'une gouvernance. Je mets l'accent, au risque de me répéter, parce que je pense que c'est relativement pas complètement compris que la gouvernance en termes d'eau et de préservation des sols, c'est pas juste une question internationale qui se fait dans des grandes conférences, c'est un aspect extrêmement pratique. Parce que ça donne des guidelines, comme on dirait en anglais, ça donne des guidelines aux gens qui viennent investir. C'est-à-dire que plus le gouvernement, le pays est délinquant en termes de réglementation, plus il s'expose à un abus ou à la bonne ou mauvaise volonté des gens qui viennent s'installer. Donc, je répète, parce que je crois que c'est vraiment la clé, c'est ce partenariat. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Une fois que ça, on l'a bien identifié, la capacité de partenariat, la capacité et tout, c'est de trouver la bonne structure qui s'applique, puisque dépendant des sols, dépendant de la productivité des sols, dépendant si c'est des pays de forêt, dépendant, il y a tellement de variantes. À partir de là, implanter avec un modèle qui permet de développer. Au niveau du financement, c'est sûr que nous, je ne peux pas parler pour tout le monde parce que le financement, il y a beaucoup de branches au financement. Nous, on est beaucoup dans l'investissement privé. Je sais qu'il y a des fonds de la Banque mondiale, mais ce n'est pas notre créneau. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, c'est juste que ce n'est pas notre créneau. Notre créneau, c'est l'investissement privé. Et je maintiens que même si dans le grand public, c'est facile de faire ce qu'on appelle du investor bashing, c'est-à-dire de dire c'est tous des mauvais, des pourris et tout, je dis c'est totalement faux. Il y a énormément de possibilités de se responsabiliser et il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que quand on parle de l'eau et de préservation des sols, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est même pas du bénévolat ou c'est même pas. Ça pourrait même concerner quelqu'un qui n'aurait pas de conscience sociale. Bon, il s'avère que nous on en a, que moi j'en ai et tout. C'est de l'intérêt de tout le monde. L'intérêt de toute personne qui investit dans l'agriculture, c'est la préservation de la fertilité du sol, c'est la préservation de l'eau. C'est la manière d'introduire des technologies qui permettent d'augmenter la rentabilité en préservant. Donc, je pense que, je répète ce que je dis au début, c'est ce partenariat, à mon avis, est clé. Absolument clé, absolument quand on parle de ça. Il ne faut pas mettre d'un côté les ONG, de l'autre côté le gouvernement, arrivent les méchants investisseurs. Je pense qu'il y a un partenariat qui se fait sur le terrain. Nous, on le fait et je trouve que ça marche très bien. C'est sûr qu'on ne va pas se mettre dans un endroit où il n'y aura pas de partenariat possible. Ça, c'est clair et net. Merci Mme Fournier. On aura compris que la co-construction, que tous les acteurs, en tous les cas qui sont concernés, ont à collaborer, travailler ensemble. Monsieur, qui est juste là, oui, absolument. C'est vous, monsieur, oui. Merci. Si vous me le permettez, monsieur Bazin, je vais quand même accrocher ma question à l'exemple qui nous a été donné par monsieur Fikrat et plus exactement à ce qu'il parlait
d'écosystème. Donc, Présentez-vous entre-temps. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Bon, Brunet Jailly, j'ai été professeur d'économie, j'ai été ensuite à l'IRD, j'ai vécu 18 ans entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mon domaine, en fait, c'est l'économie de la santé, c'est pas l'économie de l'alimentation, mais ma question, je pense, est cependant justifiée. Vous parlez d'écosystème à la fois dans un sens technique et dans un sens social. Votre voisine, Madame Fournier, met beaucoup l'accent sur la nécessité d'une gouvernance du secteur. Or, je vois beaucoup d'exemples dans lesquels le système des Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international interviennent dès qu'ils voient un État développer une gouvernance trop intelligente du secteur concerné. Je prends des exemples au Mali, pareil, l'Office du Niger, ou bien la société qui produisait le coton, ont été sans arrêt en but aux revendications de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui, au nom du dégraissement de l'État, voulaient remplacer la gouvernance politique par une gouvernance du marché. Et je pense que c'est une contribution très négative au développement que de croire que le marché va régler tous les problèmes. J'ai été très impressionné par la revendication de Mme Fournier disant « le privé travaillera lorsqu'il y aura un cadre général, une gouvernance, etc. » Je voudrais savoir si vraiment le Maroc n'a aucune expérience de ces bagarres avec les institutions financières internationales pour préserver cette autorité de l'État, cette capacité d'arbitrage de l'État dans les secteurs dont nous parlons aujourd'hui. La question s'adresse tant à M. Ficra qu'à Mme Fournier, ou vous souhaitez que... Pardon ? Il se précipite, il n'y a aucun souci, cher monsieur. Voilà. Madame Fournier, d'abord, assez rapidement, puisqu'on... Très rapidement. Dans ma tête, quand je parlais de ça, de partenariat, je ne pensais pas à des thèmes d'arbitrage, plus que de territoire. Chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire, il y a certaines choses, et M. Ficra l'a bien expliqué, qui relèvent du gouvernement. Et ça, on pourra mettre tout le secteur privé qu'on veut. Ils ne peuvent pas faire la gestion générale quand on parle de l'eau. Parlons de l'eau. Ou de la manière d'améliorer les sols. S'il y a de la forêt dessus, il faut des règles claires. Combien de pourcentage de forêt on laisse sinon on laisse ça complètement à l'arbitrage du secteur privé. Donc moi je parle de tout ce qui est macro relève du gouvernement. S'il faut augmenter le débit des fleuves, s'il faut faire des négociations internationales pour améliorer la gestion de l'eau, s'il faut... tout ce qui est gros investissements relève ou grosse réglementation relève du secteur privé. Merci. Après ça, il y a un autre domaine, et l'éducation relève du secteur public, pardon, et l'éducation relève aussi du secteur public, parce qu'il faut aussi conscientiser les gens. Après, le secteur privé va amener la technologie, il va amener les modèles d'affaires, il va amener les modèles de financement, il va s'accrocher sur ça et apporter quelque chose et une expertise qui, à mon avis, est indispensable. Donc, moi, je le vois comme ça. Maintenant, je laisse la parole aux autres. Monsieur Ficra, assez rapidement. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur l'idée de l'écosystème. En fait, quand je parlais du gouvernement ou de la politique générale, de manière générale, ils doivent jouer leur rôle beaucoup plus de régulateurs et de gardiens et d'arbitres des meilleures règles du jeu. Et il se trouve que notre pays il a la particularité d'être très ouvert. Il y a beaucoup d'accords qui ont été signés par notre pays avec d'autres pays amis ou frères. Et souvent, quand on s'intéresse par exemple au secteur dans lequel nous évoluons, nous faisons attention
par rapport aux contraintes qui peuvent survenir là ou là, selon les cas. Mais quand vous respectez une certaine logique, entre guillemets, économique ou industrielle, vous êtes prémunis contre des attaques fortes. Parfois, nous sommes même jaloux de nos amis européens ou américains, surtout la partie agricole, où ils ont tout un arsenal de protection beaucoup plus fort que nous n'avons pas chez nous. Et souvent, quand on nous dit « vous devez être compétitif », avec ces producteurs-là, mais on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas la même situation. C'est peut-être aussi bien, parce que vous n'allez pas vous mettre non plus à nous envier notre politique agricole commune, dont les résultats quand même sont assez parfois limités. Monsieur, la dernière question, et après, évidemment, Monsieur Stambouli, je ne vous oublie pas, et d'ailleurs, personne ne vous a oublié. Monsieur Abdelawi, donc professeur des universités, chargé d'un projet de développement durable, développement humain avec la Méditerranée. Je vous remercie énormément de votre éclairage. Je pense qu'il n'est pas partagé, excusez-moi, puisqu'on a remarqué que vu la complexité de thèmes, aujourd'hui on est devant quand même d'imminents responsables, que ce soit la FAO, ou bien les ONG, ou bien je dirais les institutions autres que je dirais, impliqués dans la thématique. On ne peut pas aujourd'hui présumer avoir l'exhaustivité de thème, puisqu'il est complexe au départ, puisque les approches à travers lesquelles on peut peut-être débattre le thème, qu'il soit social, économique ou bien, je dirais, aussi financière, ce qui a été soulevé depuis tout à l'heure. Moi, ce que je veux comprendre, c'est une question partagée par tous les panélistes, donc c'est surtout de se mettre d'accord, si vous voulez, sur un principe, c'est que pour l'Afrique, essentiellement, on ne peut pas présumer qu'il y a l'homogénéité de problèmes. Et ce qui a été soulevé par M. Stambouli, donc il y a la catégorisation, je dirais, c'est par catégorie. Ce que je veux comprendre aujourd'hui, ma question, elle est claire, peut-on avoir tout simplement un classement du Maroc, c'est-à-dire dans quelle catégorie? Et je veux aussi comprendre, deuxième question, par rapport à la décision. Est-ce que le Maroc, excusez-moi, je veux dire, c'est un bon élève, dans le sens où on sait pertinemment qu'on a évolué à 87%, je dirais, de l'accès, par exemple, à l'eau potable aujourd'hui, à travers une infrastructure qui a, je dirais, été mise en œuvre depuis plus d'un demi-siècle, à travers les barrages, les infrastructures et tout ça. Ce qu'on veut, je veux comprendre la notion de développement durable, surtout on ne se limite pas seulement à une approche financière et beaucoup plus sociale, on peut aller vers ce qui est aujourd'hui recommandé développement durable. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, naturellement, je me tourne vers vous, monsieur Stambouli, parce que cette question vous est tout particulièrement adressée. Vous en profiterez d'ailleurs pour répondre à monsieur Dupire. Et puis, effectivement, je vous demanderai de conclure. Je vous dirais, voilà, il y a un mot, ce que vous inspire cette conversation avec vous tous. Thank you very much, Chair. Now, let me first say this issue of sustainable development is often misunderstood, and I'm very happy that it was raised here. Sustainable development doesn't only have resource dimensions in it. Sustainable development is environmental and social. It cannot just be, we preserve the resources as the way they are, because if that's easy. We ban everybody to practice agriculture and we save the resources and everybody else dies. So we have to, and that's where the problem is complicated, because we try to balance the social, let's talk about agriculture now, the social, the environmental, and the productive roles of agricultural system. That's why it's complicated. If it was as easy as filling the world with one particular program, a product, whether it's called spirulina or beef or whatever it is, it would be an easy challenge, but it is not, right? So that's the first point, and I'm glad that it was raised here. And if we today, if there is a dialogue, right, about sustainable development, is because we have to balance all these complicated issues, right? That's in my view, and the discussion will continue. The second point I would like to make, Mr. Chair, has to do with
the governance issue. Today, it's finally the issue of multi-stakeholder governance, the issue of bottom-up type of governance has taken hold. That is, we all believe that the decision, as Mrs. Fournier just said, it's not just one-dimensional, that there should be several partners at the same time which have an input in the final decision. And one of the important aspects of governance is accountability. That is, governance systems should hold all the players accountable, the government, the private sector, the civil society, etc. This is, to me, that's a very important part of the change in the mindset about governance. And that holds for water and all kinds of other issues. I think it's taken hold. In the past, we were a little more narrow about this. We said, water users association. Today, water users associations are very good, but they can tend to concentrate on only one resource rather than looking at sustainable resource management. So we have to, so more partners are needed in this equation, including, as I said, civil society, etc. The last point I would like to make, and I don't want to waste much of your time, is that there is some disappointing thing. I think I have to take a course in public speaking because two of the commentators said that I said that things are beautiful. Although the first thing I said is that as long as there is one person undernourished in this world, as long as there is one a kid that's dying, we have a problem, right? That's exactly what I said, that we should refocus the debate, not drop for the crop, but drop for food security. That's my view of the world, and that's the view of the organization which I represent, which is not the World Food Programme, but the Food and Agriculture Organization of the UN. Let's make that clear. However, what I refuse to do as an intellectual and whatever it is, as a matter of philosophy, is to give myself to this catastrophic negativity that seems to take over a lot of speakers in today's world. They refuse to see all the progress that we've done to date and what we can learn out of the progress, and they refuse to see what are the positive things in the future that we should capitalize on. I think this is extremely, I joined FAO several years ago, and at that time there was an apostle of disaster. He was going around, very famous guy, I don't want to say, saying that we are reaching a Malthusian trap. That is, in 20 years' time, we're going to be dying like flies from lack of food because China was at that point liberalizing and growing. It says when the Chinese go into the international markets, it's going to be the havoc, which did not materialize. FAO was extremely careful at that time to say, let's be careful, because the Chinese have the way of producing a lot of the things they need. So I'm appealing to all of you to look at the positive things, to look at the Moroccos of this world, to look at examples in Ethiopia, to look at the progress that we've made in child mortality despite the different views. There are countries that have done tremendous work in child mortality, child nutrition, etc. So, Chair, sorry, I become, at this issue I'm a bit emotional, but I don't like negativity. I like the realistic examination of the problems that we're facing today. Thank you very much, Chair. Merci. Madame Fournier, un petit mot pour conclure. Un mot. Pour rebondir rapidement sur ce que M. Stamoulos a dit, je dis que ce que je trouve intéressant dans ce panel, d'abord je voulais vous remercier d'avoir fait un travail formidable d'animation, mais je trouve intéressant, c'est qu'on a avec la FAO tout ce qui est structurel, gestion et relations avec les gouvernements. On a avec M. Fikra les modèles innovants, des modèles innovants de partenariat. Bon, avec Maëva et moi-même, l'envie et l'intérêt d'investir de manière intelligente et sociale
nationale. Et avec notre dernier interlocuteur, la recherche sur des nourritures qui sont peut-être plus adaptées à des problèmes nutritionnels précis. Donc je pense que oui, je partage d'une certaine manière, non pas l'optimisme, mais disons la sensation qu'il y a beaucoup de pistes qui ont encore été peu ou mal explorées et que c'est sur ça qu'il faut se pencher. Voilà. Merci, Monsieur Ficra. Je ne vais pas vous dire en un mot parce que... Allez-y. Non, c'est rapide. Disons, je vais utiliser une formule qui est déjà très ancienne. En écoutant ce qu'on voit autour de nous, je pourrais dire « Yes, we can ». Même si notre pays a décidé de reporter la CAN, yes, we can. Merci. Monsieur Dupire. Moi, je suis content d'avoir entendu Madame nous expliquer que peut-être qu'on pourrait se tourner vers des solutions alternatives, non pas pour prendre la place, mais pour compléter justement ce panel de possibilités qui se présente à nous. Je voudrais aussi parler de l'eau sur le plan de l'hygiène. Je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que le problème des forages. Je l'ai vu au Mali, mais je l'ai vu aussi en Centrafrique. C'est tout simplement quand on fait un forage dans une nappe phréatique qui finit par s'assécher, et on va faire un forage dans la nappe phréatique qui est en dessous. Et à partir de là, c'est comme quand on fait une piqûre avec une seringue qui a déjà servi, on peut injecter dans la nouvelle nappe phréatique les germes qui étaient dans cette dernière et qui n'étaient plus consommables. Donc il faut se méfier également. Je sais que l'UNICEF se penche sur le problème parce qu'un forage coûte extrêmement cher, mais c'est très important parce que apporter de l'eau polluée, que ce soit dans la spiruline ou que ce soit dans l'alimentation en général ou même l'eau à boire, quand les enfants se lavent dans des marigots, ça apporte des salmonelles, ça apporte des entérocoques qui rentrent dans le complexe malnutrition-infection. Et c'est un problème majeur que l'hygiène de l'eau. Voilà. Merci. Je tenais à remercier le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassifiri, toute son équipe, avec Jian, qui font tous et toutes un super boulot. Moi, je voulais vous dire que, en tous les cas, en ce qui nous concerne, je pense que tous les 5, on a passé un très bon moment avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je terminerai juste sur une petite phrase, une phrase de Nelson Mandela, qui disait que tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Vous l'aurez compris, on est dans un monde où la co-construction, où tous les acteurs, les parties prenantes doivent construire, bâtir ensemble. Je suis évidemment très sensible aux propos de M. Dupire. Je suis évidemment enthousiaste à l'idée que des solutions alternatives doivent aujourd'hui, non pas comme M. Dupire l'a dit, prendre le pas, prendre la place, mais venir juste en soutien, en complément, comme un accompagnement de ce qui existe déjà. Madame Fournier nous l'a rappelé, M. Ficra, dans toute cette excellence et cette exemplarité de la recherche et développement de Cosumar, on ne peut pas rester insensible à ça. 3 acteurs qui ont à travailler ensemble, qui ne peuvent plus aujourd'hui de toute façon s'ignorer. Et puis, Monsieur Stamboulis, merci. Moi, je partage votre enthousiasme. Je partage aussi la réflexion de Monsieur Dupire qui dit qu'on en a peut-être aussi un peu marre de voir tous ces 4x4 passer. À un moment ou à un autre, il faut que ces 4x4 s'arrêtent, travaillent. Et évidemment, ces équipes travaillent. Évidemment, les résultats sont là. Mais encore une fois, ne travaillons pas les uns à côté des autres. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur